Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier les différentes méthodes de remplacement de la courroie de distribution du moteur 1 litre PureTech. La première partie est dédiée à la présentation des différentes méthodes de calage moteur, ainsi que leurs avantages et inconvénients. La deuxième partie montre le remplacement d'une courroie en utilisant les méthodes allégées et minimalistes. La dernière partie sera consacrée au bilan financier de l'opération. Le moteur 1 litre PureTech est équipé d'une courroie de distribution dite humide, c'est-à-dire qu'elle baigne dans l'huile moteur. Je ne vais pas revenir en détail sur l'origine de ce choix technologique, ainsi que sur les raisons de la dégradation prématurée de cette courroie. En effet, ce sujet a été très largement médiatisé, et de nombreux articles, vidéos et notes de communication sont disponibles sur le sujet. Pour résumer rapidement le problème, un certain volume de carburant imbrûlé parvient à traverser la segmentation et se dilue donc dans l'huile moteur. Ce transfert de carburant par la segmentation se produit principalement à froid, les segments étant moins dilatés et donc moins étanches. C'est la raison pour laquelle de nombreux articles insistent sur une dégradation plus rapide sur les véhicules à usage principalement urbain. Ce mélange est toxique pour la courroie, qui se dégrade plus rapidement. On observe dans un premier temps un effritement de la courroie, avec apparition de fissures et perte de petits éléments. L'accumulation de ces particules dans l'huile peut aboutir à colmater différents circuits de lubrification, avec principalement la crépine de la pompe à huile, le filtre à huile, les électrovannes des poulies de déphasage des arbres à cames, le circuit de lubrification de la pompe à vide. En ce qui concerne les préconisations d'entretien, PSA a réduit l'échéance de remplacement de la courroie à 100 000 km ou 6 ans. Il a également ajouté à chaque entretien conventionnel une inspection de la courroie à l'aide d'un gabarit afin d'en contrôler la largeur. Personnellement, j'ai pu constater sur des véhicules de mon entourage, donc sur un Peugeot 3008 génération 2, un 1 litre PureTech de 6 ans et 48 000 km avec une courroie dégradée, une largeur non conforme et un défaut de pression d'huile, suite à un bouchage de la crépine. Sur une Peugeot 208 de génération 2, un 1 litre PureTech de 4 ans et 45 000 km avec une courroie craquelée, mais dont la largeur restait conforme et sans défaut de pression d'huile. Même si des prises en charge constructeurs sont possibles si les critères sont respectés, je n'apprécie pas le principe d'attendre que la dégradation de la courroie provoque de conséquences lourdes comme des défauts de lubrification. Je me positionne donc sur un remplacement préventif de la courroie tous les 4 ans ou 50 000 km en conservant un remplacement annuel de l'huile moteur et de son filtre. Afin de remplacer la courroie de distribution, il est nécessaire de caler le moteur. Nous allons donc désormais parler des différentes méthodes de calage du vilebrequin et des arbres à cames qui se réalisent via des outillages spécifiques. Tout d'abord, nous avons la méthode conventionnelle. Cette méthode repose sur le blocage des arbres à cames via un seul outil qui se visse sur la culasse. Une fois le couvre-culasse inférieur déposé, on peut positionner l'outil. Ce dernier maintient le calage des arbres en emprisonnant les empreintes carrées prévues à cet effet. Cette méthode est applicable sur l'intégralité des moteurs 1 litre PureTech, qu'ils soient atmosphériques ou turbocompressés. L'applicabilité de cet outil sur l'ensemble des moteurs de la gamme constitue son principal avantage. Il faut également savoir que c'est un outil qui se trouve assez facilement et qui est généralement bon marché. Le gros inconvénient de cette méthode, c'est que c'est celle qui nécessite le plus de démontage. Il faut déposer, comme vous l'avez vu, le couvre-culasse inférieur en aluminium. Pour déposer ce couvre-culasse, il y a de nombreux périphériques moteurs à démonter, comme par exemple sur les versions en injection directe, les injecteurs et la rampe d'injection, la pompe haute pression. Il y a également pour toutes les versions les capteurs de position des arbres à cames. Nous allons maintenant parler de la méthode allégée. La méthode allégée s'appuie sur un calage des arbres à cames via deux outils distincts. Le premier outil assure le blocage de l'arbre à cames d'admission par un maintien identique à l'outil conventionnel. Le deuxième outil se monte en lieu et place de la pompe à vide et assure le blocage de l'arbre à cames d'échappement via un méplat qui s'insère dans la fente en bout d'arbre à cames. Cette méthode est applicable pour toutes les versions turbo-compressées du 1 litre PureTech. Ses avantages sont qu'elle ne nécessite pas la dépose du couvre-culasse inférieur en aluminium, ce qui permet de laisser en place les injecteurs, la rampe, la pompe haute pression, etc. Toutefois, il faut savoir que ce kit d'outillage est généralement plus coûteux, et cette méthode est réservée uniquement aux moteurs turbocompressés, étant donné qu'il n'y a pas de pompe à vide sur les moteurs atmosphériques. Pour finir, nous allons parler de la méthode minimaliste. La méthode minimaliste est proche de la méthode allégée.
On utilise le même outil que la méthode allégée pour caler l'arbre à cames d'admission. Pour l'arbre à cames d'échappement, le calage s'effectue à l'aide d'un outil équipé d'un doigt courbé. Ce doigt s'insère dans un trou d'huile du couvre-culasse inférieur et vient caler l'arbre à cames d'échappement en maintenant le coin supérieur de l'empreinte carrée de cet arbre à cames. Cette méthode est applicable uniquement sur les versions turbo supérieures à la norme Euro 6.3. L'avantage de cette méthode est qu'elle ne nécessite ni la dépose du couvre-culasse en aluminium, ni la dépose de la pompe à vide. On est donc sur la méthode qui présente le moins de démontage. Cette méthode ne possède pas que des avantages. Le calage de l'arbre à cames d'échappement est moins franc. On sent à la poulie que l'arbre à cames n'est pas aussi bien maintenu qu'avec les deux autres méthodes, ce qui peut engendrer une erreur de calage lors de la repose de la courroie. L'outil de calage de l'arbre à cames d'échappement est également plus onéreux et plus difficile à trouver. Quelle que soit la méthode de calage utilisée, ou le type de PureTech sur lequel on travaille, l'outil de blocage du bas moteur, donc du vilebrequin, reste identique. Il est toutefois possible de réaliser le remplacement de la distribution sans caler les arbres à cames avec un outil spécifique. Toutefois, cette méthode nécessite plus de précaution et de rigueur, car en cas de perte de référence, il sera difficile de retrouver un calage correct. Cette méthode reste à mon sens réservée aux mécanos aguerris. Si vous souhaitez toutefois réaliser le remplacement via cette méthode, je vous conseille le post de Joël sur le site Planète Citroën, je vous ai mis le lien dans la description. Maintenant que nous avons vu ensemble le principe des différentes méthodes de calage, on peut se poser la question du choix de la méthode. L'usure prématurée de la courroie impose de la remplacer plus souvent que sur les moteurs à distribution traditionnelle. Il vaut donc mieux limiter la manipulation des pièces fragiles afin d'éviter de les casser lors de l'opération, comme par exemple des connecteurs électriques. Il faut aussi limiter le nombre de pièces démontées afin de réduire le nombre de consommables à remplacer, comme les joints par exemple. La méthode conventionnelle ne répond pas vraiment à cette stratégie. Il y a plusieurs étapes pénalisantes, comme par exemple la dépose de la pompe haute pression et de la rampe d'injection. En plus de déposer ces deux éléments, le constructeur préconise le remplacement de la conduite haute pression à chaque démontage, pièce qui est difficile à trouver sans consulter directement PSA. On a également la dépose des injecteurs. Alors là-dessus, il y a plusieurs choses à dire. La partie en plastique qui relie le connecteur électrique au corps de l'injecteur est assez fine et pourrait facilement être endommagée lors de la manipulation. De plus, le constructeur préconise le remplacement des joints à chaque démontage. Donc côté rampe, le remplacement reste assez simple. Par contre, côté chambre de combustion, les joints sont spécifiques et nécessitent plusieurs outillages propriétaires, à la fois pour les mettre en place, mais aussi pour les préformer. La dernière étape lourde reste la dépose du couvre-culasse inférieur. En fait, la pâte à joint qui assure l'étanchéité entre ce couvre-culasse et la culasse rend difficile le décollage de la pièce, et il y a très peu de prises qui permettent de faire levier pour la décoller. Pour résumer, la méthode conventionnelle s'impose au moteur atmosphérique, mais reste à éviter si vous possédez une version turbocompressée. L'application de la méthode allégée ou de la méthode minimaliste vous fera économiser du temps et l'achat de certains consommables, tout en limitant le risque d'endommager des pièces au démontage. Si votre moteur permet l'application des méthodes allégées et minimalistes, je vous avoue que le choix entre ces deux méthodes est plus difficile. La méthode minimaliste évite la dépose de la pompe à vide et donc le remplacement de son joint. Elle évite également la dépose de quelques périphériques, comme par exemple la conduite d'air entre la façade et le boîtier de filtre à air, ou la conduite entre le filtre à air et le turbo. Par contre, la qualité de son calage est moins bonne, et le gain de temps et de pièces à changer reste faible. De plus, il est parfois difficile de s'assurer que le moteur turbo sur lequel on va travailler est bien équipé du trou permettant l'insertion du doigt de blocage de l'arbre à cames d'échappement. Je vous conseille donc personnellement la méthode allégée pour tous les EB2 turbo compressés. Donc ça y est, on peut entrer dans le vif du sujet avec le remplacement de la courroie de distribution via les méthodes minimalistes et allégées. Donc ici, je réalise l'opération sur une 208 de génération 2, donc en 1 litre de PureTech, 130 chevaux. Le code moteur c'est HNS. Donc on commence d'abord par enlever le carter sous le moteur. Donc là, comme d'habitude, sur les voitures PSA récentes, une dizaine, une quinzaine de vis qui sont vissées à la fois sur le berceau, les garde-boue, sur le pare-choc, pour pouvoir défaire la pièce et la glisser vers l'arrière.
Donc ensuite, on peut lever le véhicule. Donc là, ici, je m'appuie directement sur le berceau. Et ensuite, je positionne les chandelles directement au niveau des points de liaison entre le berceau et les triangles. Donc une fois qu'on a déposé la roue avant droite, on démonte le garde-boue. Donc encore une fois, on a pas mal de vis à déposer, donc cette fois-ci avec des empreintes Torx. Il y a également 2 petits clips en plastique à enlever au fond du garde-boue, et un petit peu de gymnastique à faire avec pour pouvoir le déposer complètement. Maintenant qu'on a accès sous le moteur, on peut réaliser la vidange moteur. Donc là on est sur une huile assez fluide, de la 0,20. Une fois que le bouchon a été retiré, on laisse couler l'huile et on en profite pour passer côté au moteur. Alors là, on peut attaquer la dépose de la conduite d'air qui relie l'intercouleur au papillon motorisé. Donc on est sur la dépose de 2 vis de 10, desserrer le collier qui relie le manchon silicone entre la conduite et l'intercouleur. On a également des durites de carburant qui sont attachées à cette conduite, donc juste un petit clip à enlever. Et ensuite, on peut le déconnecter du papillon motorisé en tirant directement sur la petite goupille métallique. Et à partir de là, généralement ce que je fais, c'est que je l'enlève d'abord côté papillon, et ensuite je défais côté manchon. C'est une pièce qui vient assez facilement, en sachant qu'elle n'est pas tout à fait identique sur tous les PureTech. J'ai vu qu'il y en a certains qui sont équipés d'une petite prise d'impulsion supplémentaire, je sais pas exactement à quoi elle sert. Mais bon, le principe reste le même. Donc là, je m'attaque à la conduite qui relie le turbo à l'intercouleur. Donc à peu près la même idée, donc on est sur 2 vis de 10. Défaire le collier du manchon qui le relie à l'intercouleur. Donc là j'enlève d'abord le manchon pour ensuite pouvoir décaler la pièce vers la gauche pour la sortir du turbo. Alors là attention, il y a un petit connecteur électrique qui est fixé à cette conduite. Donc vous voyez, il vient se fixer sur cette glissière qu'on voit ici à l'écran. Et pour pouvoir la désengager de cette glissière, il faut faire une pression sur cette petite partie en plastique côté connecteur pour pouvoir la retirer. Là, on retire la conduite d'essence qui amène le carburant à la pompe haute pression. Donc pour ça, il faut lever d'abord la partie centrale du blocage de connecteur et ensuite faire pression dessus pour pouvoir le retirer. Donc maintenant, on peut s'attaquer au reniflard. Donc il y a d'abord un connecteur électrique à débrancher. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez déconnecter la conduite de réaspiration des vapeurs d'huile qui est reliée ici à l'admission en pinçant le collier jaune. Donc vous voyez, il suffit de le pincer pour débloquer la durite et ensuite pouvoir la retirer. C'est assez simple à faire. Alors là, maintenant, on s'attaque à l'allumage, donc à la déconnexion des 3 bobines. Donc bon, c'est des connecteurs classiques, hein. On déverrouille d'abord la partie orange pour ensuite faire levier sur le petit clip de blocage en plastique. Ça sort assez facilement aussi. Ensuite, on peut retirer les bobines. C'est impératif étant donné que, en fait, elles sont les vis qui maintiennent les bobines sont fixées directement sur le désuileur. Donc on est obligé dans tous les cas de les retirer. Alors sur ce modèle, c'est assez impressionnant à quel point il y a très peu de serrage entre la bobine et la bougie. On dirait presque que c'est posé. Il y a aucun serrage entre les deux éléments. C'est assez étonnant. Là, on peut apercevoir les bougies. Donc là, maintenant, je commence à débloquer les vis du désuileur. Alors j'aurais pu le faire avant, effectivement, mais il y a également une des vis de la boîte à air qui est fixée sur le désuileur, donc on est obligé de l'enlever. Et une fois que vous avez retiré la vis qui tient cette boîte à air, l'idéal c'est de la pousser sous la baie de pare-brise pour se faire de la place et faciliter le retrait du désuileur. En tout cas sur la 208, il y a la place de la pousser vers l'arrière. Donc là ça y est, on peut lever le désuileur. Donc alors là, ce qui rend un peu compliqué son retrait, c'est d'une première part, c'est le faisceau qui va de l'arrière à l'avant du moteur et que je tiens avec ma main droite là actuellement et qui passe
entre la conduite et le désuileur. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le désuileur est équipé de 2 tétons en plastique qui rentrent dans l'aluminium du couvre-culasse et de la culasse. Comme vous pouvez le voir, donc le premier que j'ai montré c'est un clapet anti-retour, et le deuxième c'est le retour de l'huile qui a été séparé justement par le désuileur vers le carter d'huile. Donc là on peut observer enfin la courroie de distribution. Donc ici pour rappel on est sur un modèle qui a 45 000 km. Alors là maintenant je passe côté bas moteur avec le retrait de la courroie d'accessoires. Donc là j'agis sur le tendeur avec une clé à œillet de 13, il faut savoir que c'est une empreinte 12 pans sur le tendeur. Donc en sachant que ce véhicule est peu kilométré, j'ai décidé de remonter la courroie d'accessoires d'origine et de ne pas la remplacer. C'est pour ça qu'ici vous voyez que je mets en tension le tendeur et je le bloque avec une petite goupille, comme ça ce sera prêt pour le remontage, pour pouvoir reposer plus facilement la courroie qui a été démontée juste avant. Donc là, je coupe la courroie de la pompe à eau. Alors il faut savoir que la courroie de la pompe à eau n'a pas de tendeur. Elle est montée, on va dire, grâce à un outil qui joue sur l'élasticité de la courroie. Donc à chaque fois qu'une opération nécessite son démontage, on est obligé de la couper. Maintenant, on peut piger le vilebrequin. Pour cette opération, il vaut mieux être 2. Le premier entraîne le vilebrequin à l'aide d'un cliquet, pendant que le deuxième présente la pige dans son logement, qui est situé au-dessus de la tresse d'échappement, au niveau du volant moteur. Lorsque le vilebrequin atteint la bonne position, la pige s'enfonce complètement. Attention, le ratio entre vilebrequin et arbre à cam étant de 1/2, le fait que le bas moteur soit pigé ne signifie pas forcément que le cylindre 1 soit au point mort. Pour vérifier si c'est le cas, il suffit de regarder l'empreinte de blocage de l'arbre à cam d'admission à travers la fente du couvre-culasse inférieur. Si l'arbre à cam présente ses 3 faces plates vers le haut, c'est que le calage est correct. S'il présente la partie arrondie de l'empreinte, c'est que le calage n'est pas conforme et il faut donc dépiger le vilebrequin pour réaliser un tour moteur supplémentaire. Maintenant que le bas moteur est pigé, on peut déposer la poulie dumper. C'est une poulie assez imposante étant donné qu'il y a quand même 2 portées de courroie, une pour la courroie d'accessoires et une autre pour la pompe à eau. Ensuite, on desserre la vis de vilebrequin. Alors là, j'ai décidé de la retirer tout de suite. En réalité, il aurait fallu la retirer une fois que le tendeur de la courroie de distribution a été enlevé. Donc faites pas la même bêtise que moi. Dans mon cas, ça n'a pas gêné, la poulie est bien restée en place. Mais c'est vrai que normalement, il faudrait juste la débloquer et la laisser la déposer au moment où le tendeur a été desserré. Donc là, justement, pour accéder au galet tendeur et au galet fou, je dépose la petite trappe de visite en plastique. Alors là, ici, j'enlève les obturateurs qui sont en bout d'arbre à cam et qui, une fois déposés, permettent d'accéder aux vis de poulie d'arbre à cam. Donc c'est assez facile à enlever. C'est une pièce quand même assez fine qu'on pourrait casser assez facilement. Mais il faut savoir que ce sont des pièces qui sont incluses dans le kit de distribution qu'on achète directement chez PSA. On peut alors commencer à caler le haut moteur. Donc d'abord ici côté admission, quelle que soit la méthode que vous avez choisie, allégée ou minimaliste, c'est le même outillage. Donc là je joue un petit peu sur la poulie avec une douille pour faciliter le centrage des trous face au filetage et faciliter l'insertion des 3 vis de maintien. Ensuite, si vous appliquez la méthode minimaliste, comme on l'a évoqué en première partie, on utilise le petit doigt de blocage qui s'insère par le trou d'huile. Donc là, comme pour l'admission, j'agis sur la poulie pour faciliter la mise en place de l'outil. Si vous appliquez la méthode allégée, il faut démonter la pompe à vide. Donc pour ça, il y a encore quelques périphériques à déposer, notamment la conduite d'air qui relie la boîte à air au turbo. Il n'y a qu'une seule vis qui relie la pièce au turbo. D'origine, cette vis est montée avec du frein filet, mais personnellement, étant donné que c'est dans l'aluminium du coffre-froid du turbo,
je décide de ne pas en remettre au remontage. Sinon la conduite est assez simple à retirer. On a également la conduite d'air qui relie la façade à la boîte à air. Donc ici on peut commencer à desserrer les 3 vis qui maintiennent la pompe à vide. Une fois que c'est fait, on peut déposer la pompe à vide et on a désormais accès à l'empreinte de bout d'arbre à cam sur laquelle on peut poser l'outil de blocage qui est nécessaire pour la méthode allégée. Donc ici vous voyez l'outil. Alors il faut savoir que selon les PureTech et les modèles de moteur, l'épaisseur du méplat qui s'insère en bout d'arbre à cam n'est pas forcément la même, mais généralement les kits d'outillage sont à la fois équipés de méplats de 8 mm ou de 9,3 mm selon le modèle de pompe à vide. Donc ici, tout comme pour la méthode minimaliste, je joue un petit peu avec la main gauche sur la poulie d'arbre à cam pour faciliter la mise en place de l'outil et le centrage des trous de vis. Une fois que le moteur est calé au bas moteur et au haut moteur, je desserre le galet tendeur et le galet fou et je les retire complètement. Ensuite, on peut mettre 2 vis de 8 sur la poulie de vilebrequin. Qui nous donne accès à la poulie crantée de la courroie de distribution. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une poulie crantée qui n'a pas de clavette. Ce qui la maintient en vilebrequin, c'est bien le serrage de la vis. Et cette poulie est prise en sandwich entre le moyeu qui permet de maintenir la poulie damper et le vilebrequin. Donc là ici je retire le joint spi. Donc ici en tapotant sur un coin, en faisant attention bien évidemment de ne pas endommager l'aluminium. La prochaine étape est importante. Avant de reposer la nouvelle distribution, il convient de vérifier que les poulies de déphasage des arbres à cames soient verrouillées. Elles doivent être en butée angulaire et il doit être impossible de les faire tourner lorsque les arbres à cames sont pigés. En général, elles sont à leur position de verrouillage lorsque l'on dépose la courroie. Si ce n'est pas le cas, il faut les amener soi-même en butée et s'assurer qu'elles se verrouillent correctement. On voit bien ici que la poulie est solidaire de l'arbre à cam, elle est donc bien verrouillée. On peut désormais procéder au retrait de la courroie. Alors c'est pas très évident à faire étant donné qu'il faut passer chaque brin entre la poulie et l'aluminium du couvre-culasse inférieur. Mais bon, après c'est l'ancienne courroie donc c'est pas dramatique si on l'endommage un peu en la retirant. En sachant que j'ai eu l'impression qu'elle a gonflé un petit peu avec son vieillissement, avec son contact avec l'huile. Et j'ai trouvé qu'il était plus facile de mettre en place la courroie neuve que de retirer l'ancienne courroie. Donc ici on voit son état. Donc elle est quand même bien craquelée, avec les bords qui vraiment donnent l'impression de tenir à peine. Donc là maintenant on peut insérer la nouvelle courroie. Donc on la pince un petit peu pour la passer entre les deux poulies de déphasage. Donc attention de ne pas la croquer non plus. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, on la passe sur les côtés pour l'amener sur les poulies de déphasage. Et ensuite on la descend un peu pour qu'elle soit accessible côté bas moteur pour qu'on puisse venir mettre justement la poulie de vilebrequin. Donc vous voyez, c'est la poulie vient s'emmancher directement autour de ce petit moyeu. Il y a cette partie là qui fait office de clavette qui vient s'insérer dans une encoche qui est faite côté vilebrequin.
Ensuite, on peut l'insérer en s'assurant qu'elle soit bien embutée et remettre la vis du vilebrequin pour permettre de maintenir cette poulie, mais surtout ne pas la serrer. Le but, c'est que lors de la tension de la courroie, la poulie crantée qui n'est pas clavetée puisse faire sa rotation pour assurer la tension du brin tendu. Donc vous voyez ici, je la desserre un tout petit peu pour lui laisser un peu de liberté. Donc maintenant, je repose les galets. Donc d'abord le galet fou. Et ici le galet tendeur. Donc ensuite, on va pouvoir tendre notre courroie. Donc là, vous voyez, j'amène d'abord au maximum la poulie en tension à la main. Et une fois qu'il commence à y avoir une petite résistance, je fais le reste de la tension à la clé. On tend jusqu'à ce que l'index, qui est beige, arrive dans la petite encoche, la petite fenêtre dans la partie en tôle emboutie. Donc si on va trop loin, on revient un peu en arrière et on recommence la tension. Faut essayer de toujours tendre, on va dire, dans le même sens. Là, vous voyez ici, j'ai utilisé 2 petits bouts de carton pour assurer le maintien de la courroie sur les poulies d'arbre à cam. Ça permet, on va dire, de le faire tout seul. Après, vous pouvez mettre des colsons ou autre. Et une fois que la tension est acquise, on peut serrer au couple les 2 galets tendeurs. Enfin, les 2 galets. Donc ici, vous voyez le centrage du doigt dans sa fenêtre. Alors maintenant, je commence à dépiger le moteur. Donc d'abord côté au moteur. Donc que vous ayez utilisé la méthode allégée ou minimaliste, dans tous les cas, vous retirez côté arbre à cam d'admission, côté échappement, donc là ici, si c'est la méthode minimaliste, le retrait du doigt, si c'est la méthode allégée, on l'enlève côté pompe à vide. Le but de tout ça étant de réaliser quelques tours moteurs pour voir un peu comment se comporte la courroie. Donc ici, avant de dépiger le bas moteur, je serre la poulie de vilebrequin. Donc on a à la fois un serrage au couple suivi d'un serrage angulaire, de souvenir 180 degrés. Donc là ici, bon, pour pas utiliser d'outils gradués, je fais directement un marquage sur une des pointes de la tête hexagonale et un petit marquage à l'opposé. Ça me permet de faire à peu près mes 180 degrés. Voilà, vous voyez derrière, j'essaye d'aligner à peu près les 2 repères. Bon, ça reste approximatif, hein. Vous voyez, j'ai été un petit peu trop loin, mais bon, les 180 degrés sont à peu près respectés, on va dire. Donc là, avant de procéder au tour moteur, j'ai décidé de remonter le joint speed vilebrequin. Alors il a quand même un assez grand diamètre, donc bon, j'aime bien essayer de trouver une pièce qui me permet de tapoter sur l'intégralité du diamètre du joint et pas d'un seul côté pour qu'il soit bien aligné, éviter de croquer la lèvre, etc. Donc d'abord je l'approche à la main, on va dire du mieux que je peux dans son encadrement en aluminium. Et après bon, je m'étais usiné un petit morceau de pomme C parce que j'ai pas réussi à trouver de tube ou de pièces qui pouvaient faire office d'outils d'appui. Et ensuite, je viens l'amener à fleur de l'aluminium. Et on vérifie bien qu'il n'y a aucun endroit où il dépasse, qu'il est bien aligné, et surtout que la lèvre ne s'est pas retournée ou croquée quelque part. Donc maintenant que j'ai fait le serrage côté vilebrequin, j'ai plus besoin pour l'instant de piger le bas moteur. Donc là, ça y est, le moteur est complètement libre. Donc là, on réalise quelques tours moteurs pour on va dire, mettre en place la courroie, voir un peu comment elle se comporte.
Et vous voyez, après quelques tours, je me rends compte que l'index indique une tension trop importante. Donc là, j'ai décidé de reprendre légèrement la tension. Donc, je desserre le galet. Derrière, je reprends légèrement la tension. Et ensuite, je réalise de nouveau quelques tours moteurs. Et cette fois-ci, j'ai obtenu une tension qui me convenait. Du point de vue de l'alignement de l'index avec sa fenêtre de visualisation. Donc maintenant qu'on n'a plus besoin de toucher au galet, on peut reposer la trappe de visite. Donc ici j'ai monté un joint neuf. Et ici je vais reposer la poulie dumper. Donc je passe d'abord la courroie de la pompe à eau pour qu'elle soit déjà placée derrière enfin à peu près sur sa portée sur la poulie dumper. Je viens reposer les 6 vis qui la maintiennent au moyeu du vilebrequin. Alors ici, on voit l'outil qui permet de mettre en place la courroie de pompe à eau, qui, comme je vous le disais un peu plus tôt, n'a pas en fait de tendeur, hein, donc on est un peu obligé d'avoir cet outil si on veut la mettre en place. Vous voyez, donc on vérifie bien que la courroie se met en place dans les stries de la portée côté poulie, et ensuite on vient réaliser une rotation moteur avec le petit guide plastique en place sur la pompe à eau, qui permet d'allonger temporairement la courroie pour qu'elle passe au-dessus de la poulie et vienne se mettre en place dans ses stries. On peut ensuite retirer le petit outil, on vérifie bien que la courroie est en place partout. Donc là je repige le bas moteur dans l'optique de serrer au couple les 6 vis de la poulie dumper. Il y a également un serrage angulaire derrière à réaliser mais que je n'ai pas filmé ici. Donc là je remonte les obturateurs des vis de poulie d'arbre à cam. Donc là j'ai mis des obturateurs neufs étant donné que j'ai acheté un kit de distribution PSA, et c'est un kit qui comporte de nombreuses pièces, notamment ces obturateurs, les vis qu'on a vu un peu plus tôt, donc de vilebrequin, de poulie dumper. On a également par exemple le joint de la trappe de visite, etc. Pareil pour la pompe à vide, donc ça c'est si vous avez utilisé la méthode allégée, donc pose d'un joint neuf et sa remise en place. Donc là il faut faire quelques petits mouvements de rotation pour bien enquiller le méplat dans la fente en bout d'arbre à cam. Mais bon, après ça reste très simple à mettre, y a aucun souci là-dessus. Hop, vous voyez là, on voit bien qu'elle s'est engagée et qu'elle est venue contre l'aluminium, donc elle est correctement montée. Le serrage des 3 vis. Donc ici on peut reposer le désuileur. Donc c'est un peu la même problématique que lors de la dépose, hein. Il faut jouer avec le petit bout de faisceau qui nous embête, qui doit passer entre le désuileur et la conduite de réaspiration des vapeurs, et les petits tétons plastiques qui rentrent dans l'aluminium du haut moteur. Donc ici je le monte également avec un joint neuf. Alors attention, en fonction de si c'est en fonction du modèle de moteur, les joints de cette pièce ne sont pas forcément identiques. J'essaierai de vous mettre les références dans le bilan, mais effectivement il existe à ma connaissance deux références de joints qui dépendent de votre moteur. Alors après si vous prenez le kit Peugeot, le kit de distribution Peugeot,
On va dire, je pense, pour pas s'embêter, pour faciliter la logistique, même en interne de chez PSA, ils proposent un kit dans lequel il y a différents types de joints de pompe à vide, différents types de joints de désuileurs, on va dire pour faciliter la gestion des références de pièces. Donc là, une fois que le désuileur est serré au couple, je repose les bobines d'allumage. Donc encore une fois, c'est assez simple, hein, les 3 bobines à reposer, les vis à serrer, les connecteurs électriques à rebrancher. Donc j'en profite également pour venir refixer la boîte à air avec ces 2 vis, équipées des petites rotules qui permettent la mise en place du cache moteur. Ensuite, je viens reposer les conduites d'air, donc ici celle qui relie l'intercooleur au turbo. Donc vous vous rappelez, il y avait ce petit connecteur électrique qui est fixé en bas de cette conduite d'air que là je viens de réenquiller sur sa glissière. Je viens d'abord le remettre côté turbo avec un peu de lubrifiant pour faciliter l'insertion du joint torique. J'aligne à peu près le trou de la vis, et ensuite je peux remettre le manchon qui est le relié à l'intercooleur. Alors vous n'êtes pas obligé d'enlever complètement le manchon, hein, c'est parce que moi j'avais essayé de chercher à comprendre où allait le petit faisceau, le petit connecteur électrique qui est fixé à cette conduite, mais c'était plus une curiosité qu'une réelle nécessité pour le démontage. Donc maintenant voici la conduite d'air qui relie l'intercooleur au papillon motorisé. Donc très simple à reposer également, là-dessus il y a vraiment aucune complexité. Donc ici je reconnecte l'arrivée d'essence sur la pompe haute pression. Là, je viens remettre en place la courroie d'accessoires. Alors comme je vous l'ai dit, hein, moi, étant donné que c'est un moteur qui est assez peu kilométré, la courroie avait plutôt une belle tête, elle est pas vieille, donc forcément, j'ai décidé de remettre l'ancienne. Le galet tendeur, pareil, hein, c'est celui d'origine. Donc ici, je viens agir dessus pour pouvoir enlever la petite goupille que j'avais posée plus tôt. Hop, et ça me permet de relâcher le tendeur et faire la tension. Alors là, c'est une chose que moi j'applique d'origine sur ces moteurs, ce sont des joints cuivrés à écrasement. J'aime pas trop, c'est le couple de serrage préconisé est assez élevé, et puis généralement je trouve que c'est pas très étanche. Donc personnellement je monte des joints aluminium avec une petite lèvre caoutchouc au centre, ça permet d'avoir à le serrer un peu moins fort. C'est des joints d'origine Renault qui sont montés sur les K9K, les 1,5 litre DCI. Je monte ça que ce soit sur les 1 litre de PureTech ou même les 1,5 litre Blue HDI. Je monte uniquement ces joints-là, je trouve que c'est plus fiable, plus pratique et ça permet d'avoir à appliquer des coupes de serrage un peu moins fort. Donc là, je remets en place le filtre à huile, ce qui va nous permettre de faire la pointe d'huile moteur, enfin le remplissage plutôt dans notre cas. Donc on est sur un moteur dont le carter a une contenance de 3 litres, et on considère que lorsque le filtre à huile est neuf, le volume d'huile à mettre est de 3 litres et demi. Alors si vous aviez appliqué la méthode allégée, forcément, il faut reposer les 2 conduites d'air qu'on avait déposées pour accéder à la pompe à vide. Donc la conduite d'air qui amène l'air frais de la façade à la boîte à air. Et la deuxième conduite qui relie la boîte à air à l'entrée du turbocompresseur. Donc comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, il y a une vis qui relie qui permet de maintenir cette conduite plaquée à l'entrée du turbo. D'origine, quand on la démonte, on voit qu'il y avait du frein filé, enfin en tout cas il y avait quelque chose sur le filetage pour le maintenir. Personnellement, comme c'est dans l'aluminium, je la remonte à sec. Je suis pas trop fan de mettre du frein filé dans de l'aluminium personnellement. Pas sur des tailles de filet aussi petites, on va dire.
Donc ici je serre au couple. Donc une fois qu'on a tout reconnecté électriquement, etc., on peut rebrancher la batterie. Et là, on a pu s'assurer que le moteur tourne correctement. Il y a eu un petit délai au démarrage, mais forcément, on a déconnecté la durite d'arrivée d'essence sur la pompe haute pression, en sachant que pour prendre les photos de la première partie, notamment des injecteurs et de la pompe haute pression, j'avais déposé la rampe, les injecteurs, etc. Forcément, il y a eu un petit temps de réamorçage du circuit d'essence, mais sinon, on n'a pas eu de soucis particuliers pour le démarrage. Donc une fois qu'on s'est assuré que le moteur fonctionne correctement, que tout est en place sans défaut, on peut reposer le garde-boue, la roue, le carter inférieur moteur. Et là, vous avez une courroie toute neuve. On peut conclure cette vidéo sur le budget des pièces et des outillages. En ce qui concerne les pièces, j'ai commandé le kit distribution complet vendu par PSA. Il contient l'ensemble des pièces indiquées ici et est adapté à toutes les méthodes de remplacement. Ce kit comprend également plusieurs joints de pompe à vide et de désuileur, afin de le rendre compatible avec toutes les versions des moteurs EB2 turbo. Par contre, si vous appliquez les méthodes minimalistes ou allégées, certaines pièces ne vous seront pas utiles, comme par exemple le joint de pompe haute pression, les kits de joints d'injecteur, etc. Il est peut-être possible de réaliser quelques économies en ne commandant que les pièces utilisées par la méthode que vous appliquerez, mais je n'ai pas le détail des prix de chaque pièce permettant de vérifier cette hypothèse. En ce qui concerne les outillages spécifiques, ils sont assez simples à trouver sur le net. Il existe des kits pour les versions conventionnelles uniquement, d'autres adaptés aux méthodes allégées ou minimalistes, etc. Certains sont également équipés des outils de blocage permettant le calage de l'arbre d'équilibrage en s'appuyant sur l'une des maslottes, mais ces outils n'ont pas d'intérêt dans le cadre d'un remplacement de courroie de distribution. Les fourchettes de prix sont assez larges. On peut trouver l'ensemble des outillages nécessaires avec un budget variant d'une centaine d'euros à presque 250 €. Personnellement, j'ai utilisé un kit d'outillage de marque, mais je ne considère pas que ce soit une bonne idée de dépenser une grosse somme pour ces outils. En effet, la qualité n'était pas folle, et j'ai même été contraint d'agrandir les trous de l'outil de blocage de l'arbre à cam d'admission, car l'ajustement n'était pas conforme. Par exemple, si vous voulez appliquer la méthode minimaliste ou allégée, mais que vous avez un doute sur la compatibilité de votre moteur avec la méthode minimaliste, ce genre de kit possède à la fois le doigt de blocage de la méthode minimaliste, mais également les méplats de blocage de la pompe à vide utilisés dans la méthode allégée, et ce pour un prix assez intéressant. Dans tous les cas, n'oubliez pas de commander l'outil de mise en place de la courroie de la pompe à eau, qui est impératif quelle que soit la version de votre moteur ou la méthode utilisée. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Les versions du moteur EB2 sont nombreuses, et il est difficile de faire une vidéo générique sur le sujet. Si vous avez des compléments ou corrections à apporter sur certains sujets, n'hésitez pas à les énoncer en commentaire. Merci et à bientôt pour un autre sujet de mécanique.